Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Sombe de Max Moneuet, lu par Vincent Latorre. À la mémoire de Sophie Lalanne. Chapitre 1. Mercredi 21 décembre. L'homme assis face à moi avait l'œil vide, la peau grise et les lobes d'oreilles en escalope de veau. Les manches de son sweatshirt gris avaient été découpées très haut, dans le but probable d'exhiber une paire de biceps que 2 décennies de pratique quotidienne de la musculation avaient durci façon poutrelle de soutènement. Il faisait à peine 15 degrés dans la cellule, mais il portait un pantalon en fine toile de coton blanc taché ici et là, et son front était luisant de sueur. Sur son crâne totalement glabre se reflétaient les néons blancs. « C'est quand vous voulez, Doc. » Le doc fut suivi d'un reniflement si puissant que je pus visualiser la trajectoire du molar à travers la trachée et jusque dans l'estomac. J'attendis la fin du voyage en le fixant droit dans les yeux. « C'est vous qui avez demandé à me voir, François. » Une de ses paupières tressauta à l'instant où son prénom franchit mes lèvres. La plupart des détenus possédant un surnom, je n'aurais pas parié un copec sur Joe la brindille concernant celui-ci, et les gardiens se limitant au patronyme, il m'arrive souvent de rencontrer des hommes que la simple sonorité de leur prénom suffit à émouvoir. Mais François, ça avait plutôt l'air de le foutre en rogne. « Vous voulez me dire pourquoi nous sommes là ?» continuai-je. « Il est en quoi ce pull, Doc ? On dirait une putain de peau de lapin. » Je jetai un œil à ma manche. C'était le pull noir que Julia m'avait offert à Noël l'année précédente. Je devrais peut-être arrêter de le porter ici. Ce n'était pas la première fois qu'un détenu me posait cette question, et c'était loin d'être anodin. Même si, dans mon métier, absolument tout est loin d'être anodin. En Cachemire, et vous pouvez m'appeler Doc si vous voulez, mais sachez que je ne suis pas médecin. Je suis psychologue. Si vous le dites. Ses yeux étaient toujours aussi vides, comme 2 terriers inoccupés, laissés à l'abandon. Soudain, il tapa son crâne avec la pulpe de son index, faisant mine d'être frappé d'une révélation. « Attendez un peu. C'est votre nana qui vous l'a offert, je parie. Elle est comment, votre petite, dites-moi un peu, Doc. Je parie qu'elle est blonde. » Je réprimai un sourire. Tentative d'extorsion d'informations pour petit plaisir solitaire nocturne. Typique d'une sexualité frustrée, d'un plaisir fonctionnant en vase clos. 20 ans d'emprisonnement débouchent rarement sur un résultat différent. « Et vous ? On m'a dit que vous aviez une fiancée dehors. »« Ouais, elle s'appelle Vanessa. Elle a 22 ans. Un petit cul à se bouffer la langue. » Le type à qui est fiancée la très chanceuse et pleine de jugeote Vanessa a 50 ans. Il y a 28 ans, 6 ans avant que Vanessa ne pousse son premier cri, François a violé et découpé en morceaux 2 sœurs de 14 et 16 ans. Lorsqu'on l'a arrêté, après 2 ans d'une enquête difficile aux multiples suspects et à laquelle il n'a pas manqué grand-chose pour qu'il passe entre les mailles du filet, il n'a pas opposé la moindre résistance. Il a même présenté ses poignets aux flics en souriant. Les seuls mots qu'il prononça quand les menottes se refermèrent furent « Il y a le numéro de mon avocat tatoué sur mon cul. Si ça vous ennuie pas d'y aller voir, messieurs. » Ah, Vanessa, Vanessa. Un Oedipe non résolu avec papa, et voilà où ça nous mène. Je tapotai la mine de mon critérium sur la page vierge de mon carnet. Je ne suis pas un débutant. Je ne suis pas non plus totalement blasé. Mais je savais pourquoi François était assis face à moi ce jour-là, les coudes sur la table, un léger sourire au coin des lèvres. Il n'était pas venu voir un psy. Ce que j'étais était différent à ses yeux. J'étais partie prenante d'un plan. J'étais une subdivision d'une stratégie. Comme la majorité des détenus demandant à être suivis par un psy, François avait une idée derrière la tête qui n'avait rien à voir avec le désir de sonder ce qu'il avait dans la tête. François devait passer en commission de remise de peine 6 mois plus tard. Elle compte à quel point pour vous, cette Vanessa ? Le sourire en coin s'accentua, et il leva les yeux au ciel. Nouvelle reniflette puissante aspirateur industriel. Et vous, Doc ? Elle compte à quel point la gonzesse à la peau de lapin ? Si je m'étais laissé aller, j'aurais dit, après lecture de son dossier et 5 minutes d'observation, que François est un parfait psychopathe, dépourvu de remords, d'empathie, manipulateur et colérique. Et si la psychopathie en elle-même est un sujet fascinant, je ne peux pas franchement dire que je raffole de ses représentants.
Pas à cause de ce qu'ils sont capables de faire. On peut perpétrer les actes les plus monstrueux sans être psychopathe. et être psychopathe sans avoir commis le moindre crime. Sans compter que je ne suis pas juge. Mais l'absence de conscience, de morale et du moindre désir de changer induit un constat désespérant pour ma profession. Il est des êtres que la psychothérapie ne pourra jamais aider. Vous voulez qu'on parle de ce qui vous a amené ici, François? Il planta ses yeux dans les miens. Il n'était plus du tout vide. Une forme de vie s'était imprimée sur la cornée. Quelque chose qui rappelait une flaque d'essence juste avant qu'on y jette une allumette. Si je m'étais laissé aller une deuxième fois, j'aurais dit que François s'est fait pincer pour 2 meurtres, mais qu'il en a davantage à son actif. Difficile de chiffrer. Non, ce n'était pas dans ses yeux que je voyais ça. Je ne suis pas devin, et je m'efforce d'éviter les conclusions hâtives. François se redressa, croisa les bras, 2 jambonneaux dans la vitrine d'une charcuterie. Ce qui me poussait à croire que François avait quelques casseroles en forme de cadavre au cul, c'est l'expérience. Je travaille depuis 10 ans en milieu carcéral, et les détenus savent que je suis prisonnier d'un autre type de menottes. C'est mon avocat qui m'a conseillé de vous voir, dit-il. Il se pencha vers moi, et une goutte de sueur dégringola de son sourcil pour s'écraser pile au centre de la table. Il dit que ça pourra m'aider à me tirer d'ici. Alors me voilà. Parce que, Doc, vous pouvez être sûr d'un truc. Je compte bien me tirer d'ici. Tiens, en voilà un qui a décidé qu'il était inutile de se donner la peine de simuler. Pendant un instant, un vague espoir s'empara de moi. La dissimulation étant le propre du psychopathe, Y avait-il une chance, minuscule mais réelle, que le diagnostic soit erroné? Autant vous dire tout de suite que les psys, j'en ai rien à cirer. Mais vu qu'on va passer un paquet d'heures ensemble, autant qu'on tape un peu la discute, non? Je suis là pour ça. On peut parler de ce que vous voulez. De la pluie et du beau temps? Je levai les yeux vers la minuscule lucarne, dont la vitre poussiéreuse ne laissait passer qu'une lumière sale et pauvre. On se les gèle, et ils annoncent de la pluie. Je m'adossai à la chaise et posai les mains à plat sur la table. Et maintenant, on peut parler de vous, de votre vie, de la prison. Je comptai jusqu'à 3, les yeux dans les siens. Ou de ce que vous ferez quand vous sortirez d'ici. Ses pupilles se dilatèrent brusquement. Une midriase spontanée était souvent le signe d'une grande excitation, mon petit espoir de ne pas avoir affaire à un psychopathe disparu aussi vite qu'il était apparu. Vous pouvez rien dire à personne, hein? C'est bien ça, le dit le doc. Je soupirai avant de réciter, d'une manière mécanique qui déplut à mes oreilles, sauf si ce que vous me confiez laisse clairement entendre que quelqu'un est en danger immédiat. Pour le reste, ça m'est interdit, en effet. Et vous pouvez pas déblatérer sur moi, comme quoi ce serait une connerie de me laisser sortir. Non, c'est le rôle de l'expert psychiatre. Tout ce que vous me direz ne sortira pas d'ici, et je ne ferai aucune recommandation. Tout ce que l'on saura, c'est que nous nous sommes vus. Rien d'autre? Rien d'autre. Cool. Mais je crois que vous allez regretter qu'on ne parle pas de la pluie et du beau temps, Doc. Mes menottes à moi s'appellent le secret médical. Chapitre 2. Le bruit des portes métalliques qui claquent, les couloirs qui n'en finissent pas, le visage fermé des gardiens ont depuis le premier jour le même effet sur moi. Une combinaison assez désopilante d'angoisse et d'ennui. Je n'ai pas mis plus de quelques jours à comprendre que ce paradoxe était la chose la mieux partagée entre ces murs. Personnel et détenus confondus. C'est un cocktail qui, mal dosé, peut facilement conduire à la violence, contre les autres ou contre soi-même. À l'accès, j'ai changé mon badge d'identification contre mon passeport et récupéré mon portable et les clés de ma Honda CB500, garée en épi devant l'entrée de la caserne. La centrale de l'île de Ré est la prison française aux peines les plus longues, avec une moyenne record de 18 ans. Un détenu sur 10 ne quittera jamais ses murs. Elle se compose de 2 quartiers distincts. La Citadelle, ancienne fortification qui recevait les condamnés aux travaux forcés avant leur transport vers le bagne de Guyane, abrite les détenus les moins dangereux. Les autres sont réunis dans ce qu'on appelle la caserne. J'enfilai mes gants en cuir et mon casque. Il était 17 heures, il faisait nuit et j'avais la nausée. Je n'avais qu'une hâte, avaler les quelques kilomètres du pont qui relie l'île au continent et rejoindre la pointe du Plomb, au nord, où m'attendait ce qui allait me permettre de chasser cette dernière heure de mes pensées. François était un homme plein d'imagination,
et il allait me falloir très vite effacer un certain nombre d'images de mon esprit. J'aurais pu l'interrompre, le menacer de me tirer, ou me lever et partir sans un mot. Ce n'est pas ainsi que je travaille. J'écoute, j'offre une liberté de parole totale, et ensuite, je me démerde. Autrefois, la moitié d'une bouteille de whisky aurait fait l'affaire, mais j'avais trouvé bien plus efficace et moins destructeur. Le pont accusait les ralentissements de la fin de journée, et je me faufilais entre les voitures, trop vite, récoltant le coup de klaxon enragé d'une Fiat Punto hors d'âge dont j'avais malencontreusement tutoyé le rétroviseur gauche. Je levai la main en signe d'excuse et appuyai sur le champignon. J'arrivai chez moi, ma maison, une construction en bois de 100 mètres carrés, de plein pied, dont les larges baies vitrées donnaient sur l'océan. La falaise, à 150 mètres, tombe à pic, plein ouest, jardin sur coucher de soleil. Une merveille dont je ne me lasse pas et que je dois à mes premières années d'exercice, passées à traiter une certaine frange de la population rochelaise, luttant contre la dépression ou des désirs inavouables dans des triplex du centre historique ou des demeures d'architectes dans le quartier de Jéricho. La maison était plongée dans le noir. Je souris, posai mon casque sur le buffet de l'entrée, avançai sans bruit. Julia dormait, allongée dans le canapé Chesterfield en velours bleu. Ses chevilles reposaient sur l'accoudoir, et sa jupe était remontée dans son sommeil, dévoilant haut ses jambes gainées de fins collants noirs. Je m'accroupis face à elle et lui effleurai la joue du doigt, repoussant une mèche blonde derrière son oreille. Je sentis bientôt sa main se poser sur ma nuque, m'attirer vers elle. Elle se mit debout, et nous nous épluchâmes l'un l'autre, pull, jupe, jean, culotte, sans un mot. Je plaquai ses épaules contre le velours et l'embrassai longuement, les yeux fermés, dans un état de conscience tellement poussé que je percevais nos corps comme les constructions atomiques perpétuellement renouvelées qu'ils étaient, et mes lèvres pinçant le bout durci de son mamelon, ma main se frayant un chemin entre ses cuisses tremblantes, signifiait que je pouvais désormais oublier sans sombrer. Mes yeux s'ouvrirent d'un seul coup. Un plaid de laine écrue me couvrait des pieds à la tête. Le grand miroir art déco chiné avec Julia quelques semaines auparavant me renvoya l'image d'un burrito géant. Je me dégageai avec peine, on m'avait bordé comme un bébé. Comme des bruits me parvenaient de la cuisine, je me levai, enfilai mes vêtements et allai retrouver Julia. La pièce était un chantier. Je n'avais jamais été un maniaque du rangement, mais la première fois que Julia s'était mise au fourneau, j'avais cru à un enlèvement, l'endroit ayant toute la scène de crime. J'avais crié son nom. C'est là qu'elle avait jailli du cellier, un pot de moutarde à la main, les yeux écarquillés. « Tu vas tenter de nous empoisonner avec quoi ce soir ?» demandai-je en me frottant les paupières. « Poulet rôti aux champignons. » Avec quel four ? Assise à la table, elle coupait en petits morceaux d'énormes cèpes. Elle fronça le nez et suspendit son geste, le couteau en l'air. « On n'a pas de four ? Tu plaisantes ?» « Oui. » Elle m'envoya un morceau de champignon au visage en riant. Cheveux blonds, yeux bleus, d'une couleur chahutée proche de l'hématome, longues jambes, elle aurait parfaitement incarné le cliché scandinave. N'eût été cette peau dorée, hiver comme été, une peau de brune héritée d'une grand-mère hispanique. Tu t'es effondré tout à l'heure. J'attrapai un quartier de poire épluché, dont je me demandais avec inquiétude ce qu'il venait faire dans une recette de poulet aux champignons, et croquai dedans. Il y a un nouveau resto de fruits de mer à 2 pas. On laisse tout en plan et on file. T'en dis quoi ? J'en dis que tu vas manger ce poulet. Point. J'eus droit à une tape sur les doigts quand je tentais de faire main basse sur un deuxième quartier de poire. Pas touche. Boulotter les ingrédients louches pour limiter le désastre était une technique qui ne fonctionnait pas vraiment. Mais je m'acharnais. Question d'autopréservation. Journée difficile ? Demanda-t-elle. Assez, oui. C'est plutôt exténuant de se sentir inutile. Tu sais, cette impression de nager contre le courant et de faire du surplace. Mince, à ce point-là ? Non, pire. Emporté par le courant, drossé contre les roches, noyé ? Nos regards se croisèrent. Ses paupières se fermèrent un instant, comme pour me demander pardon. Je lui souris. Pardon accordé. Il te manque tes patients fortunés ? Je ris. Elle leva la tête, amusée, avant de se remettre à massacrer ses pauvres cèpes. Tu les résumes un peu vite, remarquai-je. Peut-être. Mais il te manque ou pas ? J'en ai encore quelques-uns. Tu ne réponds pas. Julia était journaliste. Quand elle plantait ses crocs dans votre mollet, elle ne vous lâchait plus. Oui, il me manque parfois. Mais
Mais je me sens beaucoup plus utile là où je suis. Elle soupira. C'est quand même étrange, non? Tu essaies d'aider des gens qui, pour la plupart, n'ont pas du tout envie que tu les aides, alors que dehors, tu refuses des patients qui, eux, n'attendent que ça. Elle cessa brusquement toute activité, leva les yeux vers moi, fronça les sourcils et se mordit un instant la lèvre inférieure. Ça ressemble à du masochisme, non? J'aimais Julia de toute mon âme, sauf lorsqu'elle jouait à ce petit jeu. Tu te punis alors? Reprit-elle. C'est ça? C'est pour ça que tu travailles avec des meurtriers et des violeurs? T'es plus intelligente que ça, Julia. Tu m'insultes là. Et toi, tu me prends pour un con. Tu penses que je ne te connais pas? En jouant les idiotes, tu crois réussir à me faire parler? Je ne suis pas un sujet que tu interviewes. Je sais, mais je crois que tu devrais parler à quelqu'un. Mon analyse, je l'ai faite il y a longtemps. Et tu crois vraiment avoir tout réglé? Je me posais la question tous les jours, et tous les jours j'en arrivais à la même conclusion. Non, Je n'en ai pas l'intention. pas pour l'instant, du moins. Tu veux savoir pourquoi je préfère passer mon temps avec des criminels qui ne me considèrent que comme un petit bout de leur ticket de sortie? Elle soupira, tapota la lame du petit couteau d'office sur la planche à découper. Je sais pourquoi. Je suis une fille intelligente, tu viens de le dire. Après un silence, tu partages quelque chose avec certains d'entre eux. Ce truc qui fait que tu te réveilles encore en hurlant certaines nuits. Je posai ma main sur la sienne. Elle était fraîche et humide. T'es une petite maline, c'est entendu. Et ils ont une chance folle de t'avoir, à Ouest-France. Mais pour ce qui est de la cuisine, comment te dire? Je sais, mais ça me détend. Dans ce cas, je n'ai plus d'arguments. Je marcherai sans trébucher jusqu'à l'échafaud. J'ouvris une bouteille de côte rôtie, remplie de verre et tirai la chaise à côté d'elle. Son profil m'évoquait ce moment de la journée, l'été où le monde semble sur le point de fondre. Ses pommettes scintillaient sous la lumière artificielle, semblaient plus douces que du beurre. Je trempai les lèvres dans le liquide vermillon, fameux. Avec qui vas-tu passer le réveillon? Demanda-t-elle soudain. Je la regardai. Elle faisait de son mieux pour ne pas lever les yeux. Je savais où cette conversation allait nous mener, et c'était un lieu où je n'aimais pas m'aventurer. Encore un, oui. Vu que tu m'abandonnes, je vais me prendre une cuite avec le Père Noël. Je suis sérieuse, Victor. Je suis sûre que ta sœur serait heureuse de te voir. Appelle-la. Ou appelle ton père, au moins. Ça fait 6 mois que vous ne vous êtes pas parlé. Il faisait froid. Je me levai, allai régler le thermostat et me plaçai devant la baie vitrée. Un gros chien tenu court en laisse traînait son maître le long de la falaise, contre le vent qui se levait. Ça fait presque 1 an maintenant qu'on a enterré ta mère. Appelle-le. Arrête, s'il te plaît. Les pieds de sa chaise grattèrent le parquet en noyer brut. Je me postai face à la nuit. L'instant d'après, Julia appuyait son profil entre mes omoplates. Je vis dans le reflet de la vitre ses mains hésiter avant de se poser sur mes épaules. Quand est-ce que tu l'as vue pour la dernière fois? Le jour de l'enterrement. Écoute, le seul véritable lien entre nous, c'était ma mère. Lui n'a jamais pu poser les yeux sur moi sans y penser. Je ne lui en veux pas. Il souffre aussi, tu sais, de ne pas être capable de pardonner. Soudain, presque violemment, ses bras m'enserrèrent. Un tout petit sanglot, comme un hoquet d'enfant, sortit de sa gorge. Surpris, je me retournai, pris son visage entre mes mains. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'aime. Elle posa un ongle verni de rouge dans le coin de son œil hématome pour y recueillir une seule et unique larme. Ça n'a pas l'air d'être la panacée de m'aimer, remarquai-je. La pulpe mouillée de son doigt se posa sur mes lèvres. Good, Victor, c'est de la joie, rien d'autre. Elle s'éloigna, posa les mains sur ses hanches et les yeux sur le carnage. Bon, sors la menthe du frigo, tu vas t'occuper de la sauce, ok? Poulet, poire, champignons, menthe. Je fermai les yeux et sentis un immense sourire grandir sur mon visage. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Demanda-t-elle, une casserole à la main. Moi aussi, je t'aime. Jeudi 22 décembre. Mes doigts glissent entre les boucles rousses, chaudes. L'ombre des feuilles de tilleul dessine un marbré clair obscur sur la peau de son cou. J'écarte les mèches qui lui couvrent le visage. Elles ont le brillant du cuivre, une odeur de chlore. Mais là où devrait se trouver le nez, la bouche, les yeux, il n'y a rien. Le souffle court, la gorge se fermant comme sous l'action d'une écluse, je plonge les mains dans le grand fouillis rouge sans rencontrer la moindre résistance. L'air se met à épaissir, ralentissant mes gestes, me poussant un instant à penser que je ne suis qu'une image sur une pellicule passée au ralenti.
jusqu'au cri, inhumain, si violent qu'on pourrait le croire capable de dévier la courbe du temps. Alors je comprends, et je crie à mon tour. Je me redressai, le torse et la nuque trempés, la bouche ouverte, les yeux exorbités. Je me forçai à respirer lentement et tourner la tête. Julia dormait à poings fermés, ses cheveux étalés sur l'oreiller comme une giclée d'or. Le réveil indiquait 5h30. Je savais qu'il était inutile d'essayer de me rendormir. Je me levai sans bruit, passai dans le noir un vieux sweatshirt et un bas de survêtement. Au moment de franchir la porte, le réveil du téléphone de Julia se mit à sonner, et elle grogna en appuyant sur l'écran au petit bonheur. J'allumai la suspension. Elle me lança un regard noir. J'éteignis la suspension. « Qu'est-ce que tu fais debout ?» demanda-t-elle encore à moitié endormie. « Je voulais te préparer le petit-déj, mentis-je. »« Cool. 5 minutes et j'arrive. » Sa tête disparut sous la couette. Je rallumai et filai. Nous buvions le café à la table de la cuisine, les yeux perdus dans les ténèbres sans fond, dans le grand vide noir derrière la baie vitrée. Je rompis le silence. « Tu feras gaffe ?» Elle trempa une tartine de boursin dans son café sucré au miel. Julia et la nourriture, un mystère plus grand que celui de l'énergie noire. Évidemment. Tu pars avec Eric ? Et mes 3 gardes du corps, me lança-t-elle en riant. 3 ? Tu fais un métier sacrément dangereux. Et le tien n'a rien de périlleux, bien sûr, répondit-elle en levant la main pour caresser la cicatrice qui suivait la courbe de mon sourcil droit, souvenir de la rencontre entre ma tête et le mur d'une cellule de la caserne il y avait quelques années de cela. J'approchai la tasse de ma bouche et fixai le liquide noir. Tu ne veux toujours pas me dire sur quoi tu travailles ? Tu le sauras bien assez tôt. Si tout se passe comme prévu, on publie dans une quinzaine de jours. Pourquoi tu refuses toujours de parler de tes enquêtes ? Pourquoi tu refuses toujours de parler de tes patients ? Je vidai ma tasse de café, plantai une Marlboro entre mes lèvres et grattai une allumette. Ça n'a rien à voir, maugrai-je en soufflant la fumée par le coin de la bouche. Oui, je sais. Écoute, le truc c'est que je ne sais jamais si on pourra aller jusqu'au bout. Regarde l'histoire de Ferroni et des pots de vin. J'ai jamais pu réunir suffisamment de preuves et l'enquête est morte. Et j'ai regretté d'en avoir parlé. Alors je ne le fais plus. C'est comme ça. Je comprenais. La fanfaronnade vous rend un échec plus cuisant. Je lui en voulais un peu malgré tout, et malgré moi, de me mettre sur le même pied que le reste du monde. Depuis plus d'1 an, depuis ma première et inoubliable nuit avec Julia, je me réveillais chaque jour, presque chaque jour disons, débarrassé de cette morsure violente, de cet étau autour de mon cœur dont les mâchoires me faisaient l'effet d'être garnies de tessons de bouteille. C'est l'impression que peut vous donner un profond sentiment de culpabilité. Julia et mon amour pour elle formaient une sorte de barrage contre ce sentiment, même si je savais que rien n'était réglé. Ma souffrance ne s'était pas miraculeusement envolée. Mes problèmes n'attendaient qu'une faille pour ressurgir. Il suffisait d'un cauchemar pour me le rappeler. Je secouai la tête pour évacuer les derniers reliquats de la vision rousse et du cri, puisque l'un n'allait jamais sans l'autre. Julia était devenue le centre de ma vie. Je n'étais pas encore tout à fait le centre de la sienne. Et c'était aussi bien comme ça. Elle se leva et se plaça face à la nuit. Son souffle formait une pellicule de buée sur la vitre glacée. « J'ai un truc pour toi, dis-je. »« Ah oui ?» répondit-elle en chargeant son reflet de m'envoyer un clin d'œil. Je me levai à mon tour, enfonçai les mains dans les poches de mon survêtement et me dirigeai vers elle, une mauvaise imitation de gros dur en guise de démarche. « On sera pas ensemble, alors ?» Je sortis une main de ma poche et fis apparaître un petit écrin noir et velouté. « Joyeux Noël ?» Ses yeux s'ouvrirent en grand, puis se plissèrent, contraints par un sourire. « Victor, je n'ai rien pour toi !» Vilaine fille. Elle ouvrit la petite boîte. J'avais choisi cette fine chaîne en or, dans laquelle était passé un petit cercle de la taille d'une pièce de 10 centimes, parce que c'était le genre de cadeau qu'elle aurait pu s'offrir, qu'elle était susceptible de porter tous les jours, qui n'irait pas directement au fond de sa boîte à bijoux. Elle souleva le collier par le fermoir. Le cercle d'or se balançait au bout comme un pendule. « C'est très beau, Victor, dit-elle, en l'attachant d'un geste expert. Mais si je ne te connaissais pas, je dirais que ça ressemble un tout petit peu à une alliance. » N'importe quoi. C'est ton analyse de psy ? Tout à fait. Mine-toi, tu vas être en retard. Elle m'attrapa le bras, me forçant à revenir vers elle. Moi aussi, j'ai un truc pour toi. Tu l'auras la prochaine fois, promis. Je posai un baiser sur ses lèvres et me dirigeai vers la chambre. Attends. Je me retournai. Regarde. Elle tira sur le col de son t-shirt et fit glisser ses doigts le long de la chaîne.
Elle avait au centre de la poitrine une petite tache de naissance rose en forme de losange. Le cercle d'or venait l'encadrer parfaitement. Chapitre 3. Après le départ de Julia, je rangeais la cuisine, encore émaillée ici et là des reliefs de notre dîner. L'écrin en velours était resté sur la table, ouvert, à côté de son mug de café. Il claqua avec un bruit sec quand je le fermais. Je passais une heure sur le premier jet du livre d'un ami psychanalyste traitant des traumatismes liés aux agressions sexuelles et des moyens thérapeutiques de les surmonter. À sa demande, j'indiquais dans les marges ce qui me semblait améliorable. Puis j'enfilai mes baskets et plongeai dans la nuit. Le froid me gela les poumons en un instant, me coupant le souffle. Je luttai et avalai de grandes goulées d'oxygène, forçant ma cage thoracique à s'élargir, mon corps à gérer l'assaut. Des flaques d'eau gelée craquaient sous ma semelle comme le caramel d'une crème brûlée. Je résistais à la tentation de faire demi-tour pour enfiler une paire de gants et une écharpe. Courir 10 ou 12 kilomètres par une température négative lorsque le soleil n'est pas encore levé, c'est l'idée que je me fais d'une journée qui démarre bien. C'est, en tout cas, un rituel qui fonctionne lorsqu'il s'agit de se faire mal tout en se faisant du bien. Julia avait en partie remplacé le whisky. La course à pied avait fini le boulot. Je descendis le front de mer désert, le long de l'anse de Pampin. Les lumières d'un cargo en passe de jeter l'ancre au port de La Rochelle-la Palisse dessinaient sur les flots une constellation troublée. Je fis demi-tour au parc à huîtres, remontai jusque chez moi et vis la silhouette de ma voisine à sa fenêtre. Elle tourna la tête lorsque je lui fis un grand signe de la main. On ne pouvait pas dire qu'elle me portait dans son cœur, la vieille peau. Je poussai jusqu'au golfe et rentrai par Nieul-sur-Mer quasiment sur les genoux, courte nuit oblige. La vieille Martinet n'avait pas quitté sa fenêtre. C'était une drôle de vieille femme, maigre comme un clou, et affublée du lundi au dimanche de la même robe de laine verte lui descendant jusqu'aux chevilles. Plusieurs broches accrochées à sa poitrine finissaient de lui donner l'air d'un sapin de Noël. Au moment où j'arrivai à ma porte, la sienne s'ouvrit. « Vos poubelles !» cria-t-elle de sa petite voix nasillarde. Sa mise en pli était impeccable, à croire qu'elle dormait sur une chaise, ou qu'elle ne dormait pas du tout. « Bonjour, Madame Martinet. Comment ça va aujourd'hui ?»« Elle dépasse sur mon allée. » Je fis quelques pas à reculons, jetai un œil. Comme je m'y attendais, mes poubelles étaient au même endroit que d'habitude, juste devant chez moi. Je la regardai en souriant. « Venez voir vous-même. Elles sont bien sages. Elles n'ont pas bougé d'un pouce. » Ses yeux me lancèrent des éclairs. Elle détestait le monde entier. Postée à sa fenêtre 18 heures par jour, sa seule activité consistait à épier les faits et gestes du voisinage. En l'occurrence, pas grand monde à part moi. « Comment se porte votre hanche ?» Son visage se dérida légèrement. « Prothèse formidable. Meilleur chirurgien de Paris. Il y a juste cette impression d'un corps étranger en permanence dans mon bassin. » Comme ça vous rappelle un peu l'Angleterre. Elle avait vécu plusieurs années à Londres, où il se disait qu'elle avait fait le tapin. Je ne lui laissai pas le temps de répondre et claquai la porte avec un peu plus de fracas que je ne l'aurais voulu. Le miroir de l'entrée me renvoya mon sourire. Je l'aimais bien, cette petite vieille. Une dure à cuire qui n'avait plus personne au monde et qui s'accrochait comme elle pouvait. Le fiel n'est pas le moyen le moins efficace de rester sémillant. Elle n'avait pas eu d'enfant et je ne lui connaissais pas d'amis. Ses journées devaient être longues. Je me félicitais de faire un voisin haïssable. Le soleil se levait sur l'Atlantique quand je fis rugir la Honda sur la D106. Je passai le péage et profitai du splendide spectacle que m'offrait la vue du pont. Des traînées rouges léchaient les quelques nuages bas, posés là comme de la ouate sur une blessure, imbibés d'eau et de lumière rose. Une dizaine de points immobiles au loin, voiles blanches semblant se diriger droit vers le brasier naissant à l'horizon. Le pont était presque désert à cette heure, et j'en profitai pour cirer l'embrayage. Le vent sifflait à mes oreilles, malgré le casque intégral. La vitesse me grisait, vidait mon esprit, annihilait toute pensée. Un soudain afflux d'endorphine et d'adrénaline me parcourut, et je sentis mes artères fourmiller, mon cœur se dilater. Je fis une pointe à 130 avant de ralentir brusquement. Après m'être arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence et avoir mis pied à terre, je fermai les yeux et respirai à fond. Ma prédisposition à la prise de risque m'avait amené à frôler la mort plusieurs fois, et je ne devais d'être en vie qu'à... À vrai dire, j'ignorais à quoi je devais d'être encore en vie. Peut-être à la chance, s'il est opportun de nommer ainsi le type qui vous ramasse dans un fossé
et vous amène aux urgences quelques minutes avant que votre organisme ne lâche sous l'effet combiné de l'alcool, de la drogue, du manque de sommeil et d'une raclée sans doute bien méritée dans le rade du coin. Peut-être aussi à quelque chose au fond de moi, une pulsion de vie que rien n'était jamais vraiment parvenu à éteindre. Je visualisais le visage de Julia, recomposer mentalement son odeur et le son de sa voix, puis passer la première et me réengager sur le pont. L'île de Ré, surnommée Ré la Blanche en raison de la teinte de ses maisons traditionnelles, s'étire d'est en ouest sur presque 25 kilomètres. Une légende raconte que Ré serait une survivante. De terribles séismes auraient englouti la cité romaine d'Antioche, n'épargnant que 2 territoires. 2 îles sœurs, Ré et Oléron. J'aime cette légende. J'ai un faible pour les survivants. J'entrai dans Saint-Martin, notant comme chaque jour l'absence totale de signalisation de la prison, décidée en son temps afin de satisfaire les intérêts touristiques de l'île. Cette initiative m'a toujours semblé une manière de déni, une façon assez puérile de planquer la poussière sous le tapis. Il en découle une drôle d'atmosphère, avec des vacanciers à vélo longeant les murs de la prison, sans savoir que derrière évoluent plus de 400 détenus, pour la plupart des criminels violents et récidivistes, et l'été des familles en maillot de bain qui s'ébaudissent dans l'océan sur la plage de la cible à un jet de flèche de la centrale. Je garai la Honda devant l'entrée de la citadelle, une porte monumentale en pierre de taille ouvrant sur un petit port retranché et vide, présenter mon passeport à la guérite, installé dans le sas, récupérer mon badge et pénétrer dans la cour de l'établissement. Samia, une collègue psychologue, patientait devant la porte 2. C'est un petit bout de femme de 30 et quelques années, les yeux ronds et noirs comme 2 cavernes, dotée d'un moral d'acier que rien ne semble pouvoir démolir. Les détenus l'apprécient, certains affirmant ne plus pouvoir se passer d'elle. Elle les maintient en vie, littéralement. Mais ce qui leur permet de tenir le coup pose selon moi d'autres problèmes. Nos réunions bimensuelles avec le reste du personnel psy, au pôle psychiatrique Marius Lacroix, situé à l'autre bout de la ville, nous voient nous opposer régulièrement sur divers points. Mais ni elle ni moi n'appartenant à la race des arrogants, nous finissons systématiquement la soirée au bar du coin, quelques pintes vides à nos côtés, et je peux affirmer avoir plusieurs fois vu de la bière sortir du nez de Samia, pillée de rire au récit pourtant désastreux de mes blagues, plus mauvaises les unes que les autres. Sa main se leva en un discret salut lorsqu'elle m'aperçut. Je trottinai jusqu'à elle. Elle retira ses gants en cuir rouge et souffla comme une perdue dans ses doigts. Apparemment, un détenu de la citadelle s'est blessé au poignet, dit-elle en secouant ses mains pour y faire circuler le sang. Je hochai la tête en retenant un bâillement. Il se passait rarement plus d'une semaine sans qu'une bulle de violence éclate dans l'un ou l'autre des quartiers. Suicide ? Elle haussa les épaules. Une idée de qui il s'agit ? Non plus. Mais c'est pour ça que j'attends depuis 20 minutes. Il n'y a personne au contrôle du portique. Dès que 3 gardiens sont en arrêt maladie, ici, c'est le bordel. Je me penchai vers son oreille avec un air de conspirateur. Parce qu'il arrive qu'il y ait moins de 3 gardiens en arrêt, tu crois ? Non, répondit-elle en enfermant son rire dans la paume de sa main et en regardant autour d'elle, l'œil mi-inquiet, mi-hilar. Je ne devrais pas rire. En même temps, si c'était grave, on entendrait. C'est cet instant que choisit la sirène de l'ambulance pour parvenir à nos oreilles. Je grimaçai en grattant du bout des ongles ma barbe de 3 jours. Merde, dis-je. Ça veut rien dire, me rétorqua-t-elle sans la moindre conviction. Samia se rapprocha machinalement de moi, collant son épaule à mon biceps. L'ambulance pénétra par la porte, dont les 2 battants avaient été ouverts afin de laisser entrer le véhicule. Le gardien, un type entre 2 âges, avec un nez couleur aubergine et une moustache qu'on s'attendait à entendre miauler, revint à son poste, visage fermé. Il se nommait Gauthier. Je n'avais jamais su s'il s'agissait de son prénom ou de son nom. Un peu tard pour demander maintenant. Les ambulanciers sortirent une civière et s'engagèrent sans hésitation dans le long couloir menant à l'infirmerie. Je les soupçonnais de très bien connaître les lieux. « Allez, Samia, on n'a pas besoin de voir ça. » Je la poussai doucement vers le portique, où elle se dépouilla de son sac à main et de sa ceinture en vinyle bleu à boucle de métal. Elle traversait toujours le portique en courant, comme un pont qui risque de s'effondrer. Cela m'amusait. J'avançai, déposai dans un bac mon porte-documents en cuir et saluai Gauthier du menton. Ce dernier jeta un œil à son moniteur, planqué derrière le tunnel d'inspection au rayon X. « Des infos sur ce qui s'est passé ?» demandai-je. « C'est la reniflette.
C'est qui ça, l'arniflette? Mais au moment où je prononçais ces mots, je revis et j'entendis François, ses bras en gigot d'agneau et sa façon éminemment sonore de balader son mucus à travers sa trachée. Merde! Je l'ai vu hier. Il ne s'est pas fait ça tout seul. Impossible, il n'est pas suicidaire. Bien vu, le psy. Il y a un nouveau qui a pris son poignet pour un épi de maïs. Samia se tourna vers nous. Comment ça? Bah, vous savez. Gauthier fit claquer ses dents le long de l'intérieur de son poignet. Le teint de Samia perdit une nuance. Je fis signe à Gauthier de mettre fin à son mime. Sa moustache disparut à moitié derrière sa lèvre inférieure. Désolé, dit-il. Mais le type est une masse, m'étonnai-je. Il ressemble à quoi, l'autre? À Hulk? Hulk en plus noir et cannibale, ouais. Samia et moi suivîmes en silence un gardien, un grand blond à rouflaquette qui n'ouvrait jamais la bouche, à travers les 7 ou 8 portes du dédale menant aux cellules aménagées pour les séances. Nous nous sourîmes et nous séparâmes. Marcus m'attendait, debout, ses cheveux blonds et sales lui tombant sur le visage. Son jean délavé, trop court de quelques centimètres, Laissait paraître une paire de chaussettes rouges. basket Nike fatigué, sweatshirt bleu, gourmette au poignet. L'étroitesse de l'espace lui donnait l'air d'un colosse dans une maison de poupée. Il y eut un léger décalage entre le son que produisit l'ouverture de la porte et sa réaction, consistant en un regard inquiet et un sourire crispé. Je m'approchai et lui offris une poignée de main vigoureuse et rigide, mécanisme de défense inspiré du principe d'action-réaction de Newton, et mis en place après que mes doigts s'étaient fait concasser façon verre pilé une bonne dizaine de fois. « Salut Karan », dit-il de sa voix douce. « Comment tu vas ?» Le tutoiement entre patient et psy n'est pas un procédé des plus orthodoxes. C'est même un interdit total. Mais la première fois que je le rencontrais, Marcus s'était montré très clair. « Mec, je te préviens, si tu t'attends à ce que je te vous voie, je me casse tout de suite. » Je l'avais longuement fixé, jusqu'à ce qu'il commence à se sentir mal à l'aise et à lustrer l'assise de sa chaise avec son fond de pantalon. On aurait dit une goutte d'eau sur une plaque chauffante. Il ne m'avait pas fallu 10 secondes pour comprendre que ce garçon était capable d'exploser à tout moment. C'est contre les codes, mais ça a l'air d'être important pour toi. Alors c'est d'accord, Marcus. L'interdit pour moi, c'est de faire obstacle à la parole. Cool. C'est d'accord pour le tutoiement, mais pas pour le mec. Quoi? Ne m'appelle pas mec. Adresse-toi à moi autrement. Appelle-moi Victor ou Karan, mais pas mec. Il m'avait toisé des pieds à la tête, avant de sourire et de lever sa main en me présentant sa paume. Yes, mon pote, top là. Ok, Marcus, on reprend depuis le début. Un sourire espiègle avait barré son visage. Ça va, je déconne, j'ai compris, Victor. Non, Karan. Je vais t'appeler Karan. Ça tape, Karan. Je lui fis signe de s'asseoir et m'installai face à lui. Je vais pas trop mal, Marcus. Mais c'est plutôt à toi qu'il faut poser la question. Ta vie va changer demain. Comment tu te sens? Ses yeux d'un bleu de glace scintillèrent. Il avait 32 ans, un visage dont les traits semblaient refuser de quitter l'adolescence, une carrure de deuxième ligne de rugby, 1,90 m pour 100 kg de muscles et de gras mêlés, et un cou de taureau en guise de trait d'union. Je le voyais depuis plus d'1 an et m'étais attaché à lui. Je sais pas trop, c'est super bizarre. J'ai passé du temps dehors ces derniers mois, mais c'est comme si j'étais en visite dans un lieu inconnu, presque dans un pays étranger. Genre avec des coutumes cheloues, à l'autre bout du monde. Et la tôle, bah, à chaque fois que je rentre de perme, je me dis que je rentre à la maison, quoi. Il soupira. Nous avions maintes fois abordé le sujet, mais il y revenait régulièrement. C'est logique, Marcus. Tu as passé 14 ans ici. 14 ans et 8 mois, corrigea-t-il l'index en l'air. 14 ans et 8 mois. C'est l'endroit où tu es devenu adulte, où tu t'es reconstruit, voire même construit, simplement. Alors oui, il compte ce lieu. Il y a des gens ici que tu côtoies depuis le début. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un substitut de famille, mais on n'en est pas loin. Il gratta d'un ongle ourlé d'un fin croissant de crasse une tache sur le bras de son sweatshirt. Ouais, peut-être. Tu t'es trouvé plusieurs figures paternelles ici, non? Rachid, par exemple. La façon dont tu en parles me rappelle la façon dont je parlais de mon père. Le père de Marcus tenait une boucherie... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.